Bienvenue dans Géopolitis, avec aujourd'hui cette question: faut-il avoir peur de la Chine? Jean-Jacques de Dardel, ancien ambassadeur de Suisse en Chine, en Corée du Nord et en Mongolie, est notre invité. Au sommaire, les nouvelles routes de la soie, symbole de la puissance chinoise qui se déploie à travers le monde. La Chine, modèle autoritaire, comment les Chinois supportent-ils l'absence de liberté? Gagner toujours plus d'argent est-il la seule chose qui les intéresse? On parlera aussi de Hong Kong. Là, on se bat pour les libertés et bien sûr de la Corée du Nord avec les coups d'éclat de Donald Trump. La Chine fait peur, elle bouscule, elle dérange quand elle veut devenir la grande puissance du XXIe siècle avec l'ambition de surpasser les États-Unis. Le président Xi Jinping en a même fixé l'échéance. En 2049, le Parti communiste chinois célébrera alors le 100e anniversaire de son arrivée au pouvoir. Le développement de la Chine depuis 2 ou 3 décennies est tout simplement fulgurant, économique, technologique, militaire et même spatial. Une expansion symbolisée par les nouvelles routes de la soie, c'est un sujet préparé pour vous par Antoine Pignard et Sébastien Espinosa. De plus en plus d'amis et partenaires vont rejoindre la coopération dans le cadre des nouvelles routes de la soie, et la coopération bénéficiera d'une meilleure qualité et de perspectives plus prometteuses. Pour le 2e forum des nouvelles routes de la soie, le président chinois réunit une quarantaine de dirigeants mondiaux, tous impliqués de près ou de loin dans ce projet colossal. En l'espace de 5 ans, la Chine y a consacré plus de 400 milliards de dollars, un véritable plan Marshall à la sauce chinoise. Des voies ferrées, des gares de triage, des autoroutes, des installations portuaires, des oléoducs ont été construits pour relier la Chine au reste du monde, à l'Asie centrale, à l'Afrique, à l'Europe. En 2016, la Chine avait jeté son dévolu sur le port du Pirée en Grèce. Elle possède des parts au Havre et dans des aéroports, Toulouse, Francfort et même Londres-Heathrow. KUKA, leader allemand en robotique, a été acquis pour 4,6 milliards. Le géant suisse de l'agrochimique Syngenta pour 43 milliards. D'autres acquisitions auparavant avaient fait grand bruit, comme le Club Med et quelques grands châteaux du Bordelais. Dans le Caucase, la Chine construit de nouvelles voies terrestres et ferroviaires à travers le Kazakhstan, l'Iran, la Turquie. Au Sri Lanka, les installations portuaires de Hambantota. Au Pakistan, le port de Gwadar, il accueille des pétroliers géants, une voie ferrée et un oléoduc relient le Pakistan au réseau chinois. À Djibouti, la Chine a établi sa première base militaire à l'étranger. Plus de 50 milliards de dollars ont été prêtés à l'Éthiopie et au Kenya pour financer des infrastructures industrielles et de transport. À l'image du Kenya et de l'Éthiopie, plusieurs États se sont beaucoup endettés pour intégrer les routes de la soie, au point de se voir sermonnés par la directrice du Fonds monétaire international. L'initiative des nouvelles routes de la soie peut fournir une infrastructure financière vraiment nécessaire aux pays partenaires. Mais ces investissements peuvent aussi conduire à une hausse problématique de la dette. La Chine agace aussi les Occidentaux. L'Amérique de Trump, l'Union européenne lui reproche de tricher avec les règles de la libre concurrence. Et lorsque les Chinois placent leurs pions sur les grands axes stratégiques, on dénonce des visées hégémoniques. Mais rien n'arrête cette formidable expansion. Déjà, la Chine se prépare à ouvrir une nouvelle route de la soie polaire et ainsi contourner l'Asie par le nord. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, cher ami.
Merci d'avoir accepté cet entretien pour Géopolitis. Vous avez été en poste à Paris, aux États-Unis, chef de mission auprès de l'Alliance Atlantique, et puis vous avez terminé votre carrière en Chine durant 5 ans. Ambassadeur de Suisse en Chine, ça signifie aussi pour la Corée du Nord, c'est intéressant, on en parlera, et pour la Mongolie. Vous dites souvent, monsieur l'ambassadeur, apprécier la Chine, aimer la Chine. Pourquoi au fond? C'est toute une culture, c'est toute une partie du monde et elle a beaucoup à offrir. Je n'ai jamais particulièrement apprécié les fondements du régime, mais un pays ne se résume pas à son gouvernement. Et j'ai beaucoup apprécié la Chine depuis le départ parce que mes parents avaient vécu à Hong Kong, parce que j'ai épousé une femme qui est sinisante, spécialiste en arts orientaux et chinois en particulier, que j'ai découvert la Chine il y a longtemps et qu'elle exerce une fascination sur beaucoup et sur moi aussi. Mais il nous fait peur, cet ogre chinois qui avale tout sur son passage depuis 2 décennies. Il nous fait peur. Beaucoup de choses font peur quand on ne les connaît pas. C'est parfaitement vrai que la Chine fait peur. On a parlé du péril jaune. Vous savez, de nouveau, quand on s'approche des individus, quand on s'approche des réalités, on peut les critiquer encore plus, mais en avoir moins peur. Et cette peur est irraisonnée. Alors, la Chine n'a pas fait grand-chose non plus pour calmer ses frayeurs, mais de nos jours, certainement, oui, elle a beaucoup fait. Mais cette Chine qui projette sa puissance dans l'espace Indo-Pacifique tout au long des nouvelles routes de la soie en Asie centrale, cette Chine qui achète nos installations portuaires, nos aéroports, vous comprenez que ça puisse inquiéter ici en Occident? Oui et non, nous avons fait la même chose, je crois. Quand je dis nous, les Occidentaux, la Suisse est un des principaux investisseurs à travers le monde. Le phénomène colonial et impérialiste est parti d'Europe. Et donc, cette volonté de projeter une puissance à l'extérieur, nous la connaissons justement tellement bien que nous nous en méfions d'autant plus. Ça, je peux le comprendre. Mais je dirais que la Chine, pour elle, et pour sa part, reprend une place naturelle quand on est le plus grand pays du monde en termes démographiques, quand on a été une des civilisations phares et à certaines époques la civilisation phare dans l'histoire de l'humanité, évidemment qu'on a tendance à reprendre sa place lorsqu'on le peut. Si je comprends bien, cet expansionnisme chinois, on pourrait parler de l'Afrique aussi, de l'Amérique du Sud, ça ne correspond pas à une volonté d'hégémonie sur le monde? Non, pas du tout. Cette volonté d'hégémonie sur le monde, elle est consubstantielle de notre pensée occidentale, comme je vous le disais en d'autres termes. Mais ce qui est plus proprement chinois, c'est une volonté autocentrée de s'approprier les ressources nécessaires à sa propre société, survie, développement. Donc il y a des intérêts commerciaux, il y a des intérêts autocentrés, je vous le disais, mais en Suisse, on parle d'une Interessenpolitik, c'est une politique d'intérêts nationaux. Citez-moi un État, un pays qui ne pratique pas une politique centrée sur ses intérêts nationaux. Les effets ne sont pas pour autant une hégémonie voulue et imposée au reste. Mais quand la Chine acquiert des fleurons de la robotique en Europe, où on a beaucoup parlé en Suisse du rachat pour 43 milliards, je crois, de Syngenta, fleurons de l'industrie chimique, c'est inquiétant ou pas? Je vous rappelle que Syngenta était prise d'assaut par d'autres acheteurs qui venaient d'outre-Atlantique et que les dirigeants de Syngenta ont été bien contents de se livrer plutôt à des Chinois. Ce qui ne serait pas acceptable, ce serait justement des velléités illégales, des prises de participation secrètes, mais ce n'est pas comme ça que fonctionnent les Chinois. Quand Donald Trump essaye de s'opposer à cette montée en puissance commerciale, technologique de la Chine, il se trompe? Il a emporté beaucoup de cœur. Il a eu l'effet du coup d'épée dans la termitière. Il a étonné et il aura dit des vérités que l'on marmonnait auparavant. Ça a désarçonné, ça, le pouvoir chinois? Ça a sans doute désarçonné le pouvoir chinois comme ça a désarçonné le reste du monde. Lorsque vous me demandez s'il se trompe, je ne dis pas que s'élever contre certaines exagérations chinoises constitue une erreur. Mais en revanche, poursuivre dans cette voie, déstabiliser le monde international et certainement le monde multilatéral, remettre en cause les fondements même
de la pensée libérale en termes d'échanges commerciaux, ça c'est dangereux, oui, effectivement. Trump à la Maison-Blanche, c'est un problème pour le pouvoir chinois ou c'est une aubaine? Ni l'un ni l'autre, c'est un fait de société. La Chine a toujours regardé vers les États-Unis comme on regarde vers le haut. Donc les Chinois ont toujours été fascinés par la première puissance mondiale. Et quel que soit le dirigeant, il s'ajuste. Alors, pour le reste, je pense qu'effectivement, les analystes auront été désarçonnés à bien des égards, mais la pensée chinoise est très complexe, elle s'adapte très vite. Il n'empêche, les effets de cette guerre commerciale, ces milliards de taxes sur les produits importés chinois, ça fait mal à l'économie chinoise. Bien sûr que ça fait mal. Ça fait mal à l'économie chinoise, ça fait mal à des branches particulières de l'économie chinoise, comme les rétorsions font du mal à l'économie américaine. Mais comme le monde est très interdépendant, comme la Chine est un phénomène moderne, absolument incontournable pour la plupart des pays du monde. Vous savez, une majorité de pays du monde a la Chine comme principal partenaire économique. Donc ces remous, cette tempête sur la mer des échanges est nocive pour tous. La Chine sera inévitablement, en 2049, la première puissance de notre planète. Ça dépend comment vous mesurez la puissance. Technologique. Économiquement, certainement. Scientifiquement, c'est concevable. Militairement, je ne le pense pas. Elle a en soi les graines qui l'amèneront beaucoup plus loin qu'elle n'est maintenant. On pourra dire alors, dans 30 ans, si la Chine est légale ou aura dépassé les États-Unis, que le capitalisme autoritaire aura fait mieux que notre capitalisme libéral? On verra. Le capitalisme libéral n'a pas donné son dernier mot, dit son dernier mot. Il aura amené la Chine elle-même à s'ouvrir à l'économie de marché. La Chine nous a copiés, si vous voulez. Et elle apporte son propre modèle, mais sur les bases d'un libéralisme économique qui est le fruit de notre pensée occidentale. Ce qu'il y a de bien chez les Chinois, c'est qu'eux ne cherchent pas à nous changer. Ils cherchent à se développer comme ils l'entendent. Mais ce messianisme très occidental, ils ne le portent pas en eux de la même façon. Alors, quel que soit l'avenir économique de la puissance chinoise, elle n'est en tout cas pas aujourd'hui un modèle de démocratie, c'est même plutôt un modèle de contrôle social et de surveillance. On poursuit cet entretien juste après ce sujet d'Elsa Anguinolfi. Une population sous surveillance. La Chine compterait au moins 200 millions de caméras, l'équivalent d'une pour 7 habitants. Dans certaines villes, des caméras intelligentes permettent d'identifier des délinquants recherchés, mais aussi de simples piétons qui traversent au rouge. Je pense que ça va très bien, parce qu'en Chine, les gens s'en fichent un peu du droit à l'image. Et il n'y a pas de problème si vous êtes discipliné. 70 ans de communisme ont habitué les Chinois à la discipline et au contrôle. Mais les nouvelles technologies donnent un potentiel inédit à ces politiques. C'est ce que certains analystes occidentaux nomment le techno-autoritarisme. Les ambitions chinoises en la matière semblent illimitées. Le pouvoir teste dans certaines localités un système d'évaluation des citoyens basé sur la collecte de données. Des dettes ou des écrits qui dérangent et l'accès à certains services peut être bloqué. Ce journaliste l'a expérimenté. Regardez, j'essaye de payer et là il est écrit « Le passager Liu Hu a été listé comme une personne malhonnête. Vous ne pouvez pas acheter de billets d'avion pour le moment. » Les nouvelles technologies servent aussi à la propagande. Cette application pro-régime est l'une des plus téléchargées du pays. Les membres du Parti communiste sont poussés à la consulter. Les journalistes des médias étatiques aussi. Ils devront y passer un test de patriotisme. La Chine serait-elle devenue une sorte de Big Brother? Son système, en tout cas, effraie. Mais les plus grandes entreprises se mettent au pas. Microsoft a censuré certains résultats de son moteur de recherche en Chine et Apple a retiré des applications qui déplaisent au régime.
Ai Weiwei, le célèbre artiste chinois opposant au régime, dépeint son pays comme le modèle le plus abouti de l'autoritarisme, au-delà de ce qu'imaginait George Orwell. Je dirais que la Chine a baigné dans l'autoritarisme depuis toujours. Il n'y a rien de neuf à cela. Le contrôle social dont vous parlez, vous pensez qu'il n'existait pas auparavant? Les méthodes ont changé, elles se sont améliorées, si vous voulez. Mais le peuple chinois, la réalité chinoise est très différente de la nôtre. Et effectivement, la démocratie n'est pas une aspiration de tous comme chez nous. Mais les Chinois voyagent maintenant, ils sont en contact avec le monde. Ils n'aspirent pas, ou ils ne vont pas aspirer un jour à plus de liberté, ou à la liberté, simplement? Je pense qu'avec les générations qui passent, ce sera sans doute le cas, mais dans un certain temps, pour ne pas dire dans longtemps. Actuellement, ce que je constate, c'est que les Chinois adorent voyager. Ils sont bientôt 150 millions à voyager chaque année. Il y a une véritable ouverture de ce point de vue-là, et personne ne les empêche de voyager. Mais ils n'ont pas du tout tendance à vouloir ramener chez eux notre modèle. Ils se comparent souvent très avantageusement à ce qu'ils voient. Ils apprécient nos produits, ils apprécient les beautés de nos architectures, de nos paysages, mais ils ne rentrent pas nostalgiques de leurs vacances. On dit que la première chose, la principale chose qui les intéresse, c'est l'argent, les Chinois. C'est vrai? Parce qu'ils n'en avaient pas. Les Chinois sont devenus tout à fait matérialistes, mais songez qu'il y a 40 ans, ils n'avaient rien, et il y a 20 ans, ils avaient très peu. Vous citiez Ai Weiwei, qui est un artiste opposant bien connu, mais songez au fait que l'art chinois contemporain et à l'ancienne est en effervescence en Chine. Il n'y a pas que du matérialisme basé sur de l'argent. On lit souvent dans les communiqués officiels, après une visite gouvernementale, la question des droits de l'homme a été évoquée. Est-ce qu'on peut vraiment, avec les hautes sphères du pouvoir chinois, évoquer la question ouïghour, la question de la peine de mort, des exécutions? Est-ce que c'est des choses qu'on peut entendre de la part de la Suisse à Pékin? Oui, oui, évidemment. Les Chinois sont souvent les premiers à aborder ce sujet parce qu'ils savent qu'il est brûlant et qu'il nous obsède. À juste titre, selon moi, bien sûr. Simplement, ils constatent qu'ils ont beaucoup fait, selon eux, pour les droits de l'homme, en ceci qu'ils ont permis aux gens de sortir de la misère, ils ont amélioré le quotidien de tant de Chinois. Et ils sont beaucoup plus imperméables à ce que nous considérons comme les libertés fondamentales dues à chacun. Et nous avons des dialogues plus ou moins rocailleux ou plus ou moins harmonieux. Alors il se trouve que la Suisse maintient ce dialogue avec les Chinois qui consentent à continuer à en parler avec nous. Plus on en parle d'une manière factuelle et d'une manière non déclamatoire, plus on peut avoir d'influence, à supposer que l'on puisse en avoir. À Hong Kong, depuis des mois maintenant, il y a eu des millions de manifestants dans la rue. On se bat pour les libertés. C'est une épine, ça, dans le pied du pouvoir chinois? Oui, certainement. C'est une déstabilisation. En plus, tout cela au moment du 70e anniversaire de la création de la République populaire de Chine. Hein, ouais. Oui, sauf que les manifestations du septentenaire se sont très bien passées parce que tout était bien contrôlé. Mais le fait est que, selon moi, il est très difficile de prédire l'avenir à Hong Kong. On peut constater que depuis le retour de Hong Kong dans le giron chinois, il y a eu progressivement, mais depuis un certain temps, une stabilisation de la situation. Hong Kong servait les intérêts de la Chine et Hong Kong pouvait continuer sa propre voie. Cet équilibre a été rompu. Il y a eu une première volée de manifestations il y a quelques années et maintenant il y a une deuxième, beaucoup plus grande, beaucoup plus forte coalition de l'ensemble des Hongkongais contre ce qu'ils voyaient comme une atteinte intolérable à leur mode de vie. Et ça, c'est assez délicat, et je crois que c'est perçu comme tel, assez délicat, par les autorités de Pékin qui se sont tout de même imposées beaucoup de réserves. Ils ont beaucoup menacé, ils ont utilisé des paroles fortes, mais au fond, Hong Kong est resté à peu près ce qu'elle était. Avec cela, il y a une déstabilisation, une perte de confiance, une perte peut-être même de substance économique dans Hong Kong. Et il y a deux perdants. Les deux côtés
sont perdants. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve. On dit on a pu lire que le président Xi Jinping serait affaibli au sein du pouvoir chinois en raison de la gestion justement de ces émeutes à Hong Kong. C'est vrai? J'ai beaucoup entendu de gens apporter des hypothèses. Je n'ai pratiquement jamais rencontré quelqu'un qui savait vraiment ce qui se disait dans les cénacles fermés. Donc tout ça, c'est des conjectures. Ce qui est vrai en réalité, c'est qu'on observe une forme de radicalisation du mouvement Hong Kong. On a le sentiment que les anti-Pékin deviennent de plus en plus radicaux, violents. C'est inquiétant, ça? Oui, c'est inquiétant. Je ne pense pas qu'eux auront derrière eux le plein soutien de l'ensemble de la foule hongkongaise. Ce n'est pas ça que les Hongkongais veulent. Ils ne veulent justement pas des affrontements et certainement pas des affrontements violents. Ils veulent rester ce qu'ils sont. Vous avez été ambassadeur en Chine, on l'a dit, et donc ambassadeur aussi pour la Corée du Nord. Vous avez donc suivi de près les derniers événements depuis 18 mois. Il y a eu ces poignées de main hyper médiatisées entre le président nord-coréen et le président Trump. Tout ça pour rien. On a le sentiment, j'ai presque envie de dire, tout ce cirque pour rien. Oui. Beaucoup de guerres ont lieu et peuvent aboutir à ce que vous venez de dire, et tout ça pour rien. La guerre de Corée, qui ne s'est jamais véritablement terminée dans tous les esprits, a longtemps cédé le pas à une guerre froide, où on ne se parlait pas et où on ne s'envoyait que des signaux très belliqueux de part et d'autre. Et la situation était non seulement tendue, elle était complètement bloquée. Ce que je constate, c'est que ces derniers temps, la logique de la confrontation s'est inversée. Le dialogue s'est établi. Le dialogue n'a pas encore abouti, nous sommes d'accord. Il est même un peu bloqué, apparemment. Oui, je ne vous dis pas le contraire, mais la logique veut qu'on prépare la prochaine rencontre des négociateurs ou bien des chefs d'État. Moi, j'ai vécu... Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que cette disruption, c'est à la mode, mais cette disruption introduite par Trump dans la question coréenne, finalement, c'est plutôt positif. Ça a changé la donne. Ça a changé la donne. Oui, je viens d'un pays qui a pour profession de foi de penser que le dialogue vaut toujours mieux que l'absence de contact. Et effectivement, il y a du mieux dans une situation par ailleurs très lourde, très difficile. Même si on a le sentiment que Donald Trump est arrivé dans cette question coréenne avec une improvisation quasi totale. Il a une méthode, une manière de négocier qui est disruptive, comme vous le disiez, et qui peut porter des fruits. Alors, il en aura beaucoup usé à travers sa vie. Lorsque l'on parle de grande stratégie, de vision à long terme, il faut plus que des éclats et des coups de gueule. Mais parfois, effectivement, un coup de pied dans la fourmilière donne des résultats. Et puis ensuite, il s'agit de savoir capitaliser sur ces résultats. Et là aussi, je ne prédis rien. Mais je constate que la logique de la confrontation s'est modifiée. Merci, monsieur l'ambassadeur, pour ces éclairages. Merci d'avoir accordé cet entretien à Geopolitis. Et puis je remercie aussi la Banque Bonne-Hôte qui nous a accueillis ici, en marge de son forum annuel. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Au fil de la longue et belle amitié qui lie la République populaire de Chine et la Suisse, il y a eu un accident mémorable. La visite du président Jiang Zemin en 1999 devait être un point d'orgue. Hélas, des manifestations pro-tibétaines ont transformé la fête en un fiasco diplomatique. Un sujet de Joost van Reding et le commentaire original d'André Beau. 200 personnes manifestant pour la liberté au Tibet ont complètement perturbé le protocole prévu pour les visites d'État. C'est donc dans une ambiance tendue que Jiang Zemin est arrivé, sans saluer les membres du gouvernement, sans cérémonie des honneurs militaires. Et un officier suisse de se faire dégager comme un malpropre de la limousine présidentielle. La première visite d'un président de Chine populaire tourne au fiasco. Tout juste si Jiang Zemin accepte de serrer la main de Ruth Dreyfus, alors présidente de la Confédération. Dans le regard de Jiang Zemin, une colère sourde et froide, comme un hiver tibétain. Est-ce que
Est-ce que vous n'avez pas cette capacité de gérer ce pays? Je croyais que la Suisse était un État souverain. Aujourd'hui, vous avez perdu un ami. Merci beaucoup. De leur côté, les militants pro-tibétains jubilent de l'incident diplomatique qu'ils viennent de provoquer. Je connais les Chinois, ils se sont sûrement plaints du manque d'organisation et du manque de protection. Je pense qu'ils doivent être très fâchés. Cela ne fait pas rire les milieux d'affaires. Ils craignent de voir se refermer les portes de l'Eldorado chinois. Heureusement, le conseiller fédéral Adolfo Guy est là, qui rattrape le président Jiang Zemin sur le point de claquer la porte. J'ai pris son bras, je dis « You are not leaving ». On ne vous laisse pas partir. Et heureusement, il est resté, autrement, on aurait fait la première de tous les journaux du monde entier. Finalement, les esprits se sont apaisés, mais ce 25 mars 1999 restera comme l'une des pires journées de l'histoire diplomatique suisse. Voilà, très rapidement encore, 2 pistes pour prolonger cette émission. Sur YouTube, un excellent documentaire de la chaîne Arte, Chine, les nouvelles routes de la soie. C'est spectaculaire et ça vaut la peine. Et puis, le dossier de nos amis de Tout un monde sur la RTS. La première, les champions inconnus de l'innovation, ces entreprises technologiques chinoises qui performent dans l'ombre de Huawei ou de Lenovo. La semaine prochaine, sauf surprise, un état des lieux de l'Éthiopie, dont le Premier ministre Abiy Ahmed a été honoré du prix Nobel de la paix. Belle semaine à vous toutes et tous. À bientôt.